Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur l'e-facturation sur PayPal. Alors, il y a eu plusieurs webinaires. Aujourd'hui, on est dans une session de questions-réponses. Donc, on est là vraiment pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à vous présenter, à dire ce que vous utilisez comme outil, vos soucis avec l'outil, les questions qui subsistent par rapport à l'utilisation de l'e-facturation de PayPal, de votre outil. On est vraiment là pour se concentrer sur les derniers petits soucis qu'il y a à l'utilisation de PayPal. Donc, soyez les bienvenus et surtout, n'hésitez pas à parler avec nous. Il y a le chat qui est là pour ça. Je m'appelle Pauline et je vais modérer ce webinaire sur l'e-facturation organisé par le SNI et soutenu par Digital Wallonia, l'agence du numérique, la Wallonie et l'UNPLIP. Voilà, et pour m'accompagner ce soir, un expert évidemment, Eric Bertrand, qui va nous présenter, qui va répondre à toutes vos questions. Il est rodé maintenant, il sait répondre à presque toutes les questions, non, toutes les questions, hein. Franchement, je vous mets au défi de lui poser une colle ce soir. Ce sera votre challenge pour la soirée. Donc voilà, posez vos questions. Bonsoir. Bonsoir Pauline, bonsoir tout le monde. Bonsoir Eric, comment tu vas ce soir? C'est la forme? Oui, très très bien, très très bien. On avance bien sur le projet d'intégration PayPal, donc voilà, tout ça est plutôt satisfaisant. Et du coup, est-ce que toutes les entreprises maintenant sont sur PayPal? En fait, c'est les assujettis TVA qui doivent être inscrits donc sur le réseau PayPal. Et il semblerait qu'il reste encore approximativement entre 13 et 15 donc des numéros de TVA belges qui ne soient pas encore inscrits sur le réseau PayPal. C'est assez stable d'ailleurs, c'est un chiffre qui n'évolue pas depuis plus d'un mois maintenant. Hmm. Donc voilà, il semblerait qu'il reste quand même quelques retardataires et que voilà, je suppose que chacun va pouvoir régulariser dans les semaines qui viennent. Dites-nous hein, dans le chat si vous êtes déjà inscrit, si vous faites partie des retardataires. On ne vous jugera pas, hein. Voilà, les débuts d'année sont souvent chargés, on peut comprendre, mais rappelons-le, c'est quand même une obligation depuis le 1er janvier 2026 en tant qu'assujetti TVA, vous devez être inscrit à PayPal. Est-ce qu'il y a des exceptions, Eric, par rapport à ça? Est-ce que qui Oui, doit être sur PayPal, qui pourrait ne pas y être? mais peut-être je peux rappeler le cadre de base, Mhm. hein, donc, qui est voilà, une transposition d'une législation européenne. Hein, donc il s'agit d'une obligation voilà, européenne et qui va être d'application pour tous les pays au 31 du 12 2029. Donc tous les assujettis à la TVA en Europe, dans la CE, donc devront être présents sur le réseau PayPal. Donc c'est quand même quelque chose qui va se généraliser. Ensuite, il y a un arrêté royal en fait le 8 juillet 2025 pour cadrer la mise en application donc depuis ce 1er janvier 2026, dans lequel il est précisé que tous les assujettis à la TVA du Royaume de Belgique doivent être inscrits sur le réseau PayPal pour envoyer et recevoir leurs factures entre assujettis TVA. Donc, ce qui signifie implicitement que si vous échangez une facture avec un non assujetti, dans ce cas, ben, vous pouvez continuer à employer d'autres moyens, comme l'email, comme la poste, ou donner les factures en main propre. Et puis, je finirai en précisant qu'il y a une seule exception, c'est l'article 44, c'est pour les prestations dites thérapeutiques qui sont cadrées hein, par le code TVA, où ces types de prestations sont tout à fait identifiés. Et donc, ça concerne donc les prestations médicales et paramédicales, donc telles que kinés, médecins, dentistes, qui sont assujettis mais exemptés par cet article 44 et donc ne sont pas tenus de s'inscrire sur le réseau PayPal. Mais je précise bien, donc pour ces prestations dites thérapeutiques, donc dès qu'il s'agit de facturation pour ces corps de métier en dehors de ces prestations thérapeutiques, donc par exemple la facturation de sa voiture ou la facturation de prestations de formation, eh bien le passage par le réseau PayPal est obligatoire. Donc, même s'ils sont exemptés de la TVA, s'ils font certaines prestations, ils devront passer par PayPal à ce moment-là. C'est ça. Certaines Donc, prestations et certaines dépenses.
Voilà, tout à fait. Mais donc de l'échange de prestations de services ou de produits, pour ces prestations médicales et paramédicales, donc pour ces prestataires médicaux et paramédicaux, donc devront passer par le réseau PayPal. Typiquement, je vends ma voiture, eh bien, on doit passer par le réseau PayPal. Je vends une formation, eh bien, je dois passer par le réseau PayPal pour peu que j'adresse cette facture à un autre assujetti, fût-il lui aussi exempté par l'article 44, ça doit quand même passer par le réseau PayPal dans ce cas-là, quoi. Donc, Hmm. je dirais qu'en général, hein, pour les médicaux paramédicaux, je pense qu'il faut quand même s'inscrire sur le réseau. On a déjà cité à plusieurs reprises dans les webinaires précédents et dans les questions-réponses la plateforme Dockel, hein, qui est quand même connue maintenant en Belgique, qui permet de s'inscrire sur le réseau PayPal en réception de ces factures gratuitement. C'est à peu près la seule plateforme qui est voilà, vraiment entièrement gratuite pour la réception et qui assure aussi une conservation des documents, puisque il ne faut pas oublier qu'on est obligé de conserver ces factures en original pendant minimum 7 ans. Et Dockel permet de faire cette conservation également. Donc, on peut dire qu'on peut faire d'une pierre deux coups avec cette plateforme en étant inscrit sur le réseau, donc même si a priori on est plutôt exempté, et en même temps s'assurer de la conservation de ces documents sur cette plateforme, ce qui est quand même confortable aussi. Hmm. Donc, Dockel gratuit pour la réception. Absolument. Bon, pour l'envoi, c'est payant. Donc pour l'envoi, c'est payant. Mais donc sur le réseau PayPal, il y a des factures qui arrivent et il y a des factures qui sont émises, mais on doit passer donc par un outil et Dockel fait partie de ces outils presque gratuits si je puis dire. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Et là, comment on fait pour finalement choisir parmi la multitude d'outils? Et notamment avec PayPal, moi j'ai vu pas mal de publicités sur plein d'outils. Quel est le bon outil pour moi, pour tout à chacun, quoi? Donc, allez, ce que je propose souvent, en fait, c'est de diviser les catégories, enfin, diviser, pardon, en trois catégories les solutions qui existent sur le marché. Et donc, c'est l'idée du 3 x 3, donc trois types d'applicatifs et trois types d'interlocuteurs. Donc, les types d'applicatifs, c'est les plateformes web, hein, comme Dockel, comme Bilit, comme Bill2Box et bien d'autres. Ensuite, on a les applicatifs pour les comptables, où on a Winbooks, Bob, Horus, Octopus et d'autres qui permettent de s'intégrer avec un logiciel côté client pour l'envoi et la réception de ces factures, relié à la comptabilité dans la fiduciaire. Et en troisième catégorie de logiciels, alors on a les ERP, les logiciels de gestion qui sont un petit peu plus lourds. Et donc en fait, pour la première catégorie des logiciels, donc les plateformes web, il faut plutôt se renseigner auprès de ses collègues, auprès de ses fédérations, pour savoir ce qui est préconisé dans votre cas d'usage. Par contre, pour tout ce qui est applicatif lié à votre comptable, bien sûr que votre comptable est l'interlocuteur principal, hein. Donc, je dirais même que en général, c'est clair que c'est très intéressant de demander l'avis de votre comptable pour savoir ce que lui préconise, en sachant que la proposition ou les propositions que votre comptable peut faire a ses limites également. Et dans certains métiers, il est nécessaire d'utiliser un applicatif dédié. Par exemple, les infirmières indépendantes qui doivent avoir un logiciel de gestion spécialisé. On parlera alors de la troisième catégorie des logiciels, des ERP, des applications de gestion. Et là, les bons interlocuteurs, c'est les informaticiens de gestion. Ce sont les distributeurs de logiciels comme moi, par exemple, quoi. Et il y a quoi comme type enfin, est-ce que tu peux nous donner quelques noms pour qu'on visualise? Peut-être que ça va. Parce que Oui, ERP, oui, parfois, ça bien, peut être, bien sûr. Donc, voilà, ça peut être vague. dans les logiciels de gestion ERP, on a déjà tous entendu parler de Odoo, hein, qui fait grand bruit sur le marché belge. On a également des logiciels comme Mercator, des logiciels comme Virtuosa dans le bâtiment, ou Gecosoft ou Astral ou d'autres, en fait, qui sont des logiciels spécialisés métiers qui nécessitent une adaptation propre à ces cas d'usage. Et donc là, je renvoie évidemment à des informaticiens de gestion, aux distributeurs de ces logiciels, en sachant que vous pouvez trouver des éditeurs, enfin plutôt des distributeurs de logiciels sur tout le territoire avec des revendeurs, Winbooks, Bob, Horus par exemple, qui quadrillent tout le territoire et où on a dans notre manche, je vais dire, toute une série d'applicatifs et de logiciels métiers qu'on distribue également en plus, quoi. Donc voilà, je pense que la Wallonie est bien desservie par rapport à tout ça.
Donc pas de solution miracle, mais plutôt un choix à faire par rapport à votre comptable, par rapport à votre métier, par rapport à votre utilisation. Donc ça, c'est discuter, discuter aujourd'hui. Posez-vous des questions aujourd'hui, mettez-les dans le chat, on essaiera d'y répondre. N'hésitez pas à nous dire, ben voilà, je suis infirmière et j'ai besoin de ça, 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 et je voilà. N'hésitez pas dans le chat à nous mettre. Puis si vous utilisez déjà un outil, peut-être que vous posez des questions sur cet outil. Eric utilise plein d'outils différents, donc il a souvent des réponses. Je mettrai pas ma main au feu si tu utilises tous les outils, si tu as toutes les réponses, Non, mais mais certainement pas, mais bon, on a quand même beaucoup d'appels chez nous mm, avec voilà, des entrepreneurs, des indépendants, des professions libérales qui sont confrontés à des cas particuliers. Et donc, on a pu renseigner vraiment beaucoup de cas différents. Et là, en fait, pour faire le point de situation, on a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont engagés sur une plateforme un peu en dernière minute au mois de décembre. Eh bien, on commence progressivement à les transférer d'une application vers une autre qui est plus adaptée. Donc on a pas comment, mal de transferts déjà. comment ça se passe si donc ça peut se faire. On a une plateforme, on n'est pas satisfait, on peut arrêter de travailler avec cette plateforme pour recommencer sur une autre. Et est-ce qu'il y a des points d'attention dans ce cas-là quand on passe d'une plateforme à une autre? Oui, donc ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que donc en fait, quand vous vous inscrivez sur le réseau PayPal, c'est le logiciel que vous allez utiliser qui fait cette inscription, voire cette Mhm. mise à jour, cette modification d'inscription et la désinscription, le désenregistrement sur le réseau pour pouvoir vous réenregistrer avec un nouveau logiciel. Donc en fait, première étape, vous choisissez un logiciel, ensuite vous vous inscrivez sur le réseau PayPal avec ce logiciel. Puis si à un moment donné, vous décidez de changer de plateforme, de logiciel, et bien dans ce cas, vous devez vous désenregistrer avec le premier, avec l'ancien, pour pouvoir, dans un second temps, vous réenregistrer avec le nouveau. Et donc, vous serez absent donc, du réseau pendant quelques instants ou quelques heures, le temps de faire l'opération. Et là, aucun souci, ça va se faire. Et s'il y a un souci à ce moment-là, est-ce qu'on risque une amende si pendant 2 heures on est coupé du réseau? Alors, bon, a priori, non, mais donc on va peut-être, oui, c'est intéressant en fait d'aborder cette question des amendes, hein. Donc, l'administration nous a gratifié en fait d'un copier-coller des amendes pour dépôt tardif de TVA pour le cas où on n'est pas en ordre sur le réseau PayPal. Et Qui donc, en s'élève fait, à combien les amendes 1 500 TVA? euros 1500 première euros. infraction, 3 000 deuxième infraction, 5 000 troisième infraction. Et donc, les constats de ces infractions sont à chaque fois espacés de 3 mois. Alors, pour le moment, sur ces 3 premiers mois, il y a une tolérance qui a été publiée par l'administration, indiquant que les entrepreneurs, et en tout cas, je vais dire les assujettis TVA, qui ont entamé une démarche pour s'inscrire sur le réseau PayPal, eh bien, ceux-ci seraient exemptés d'une amende pour peu, voilà, donc ils auraient entamé cette démarche. Alors, pour 3 mois. Donc, si ben, vous n'avez encore rien fait, si vous n'êtes même pas inscrit, parce que bon, une fois qu'on est inscrit, c'est pas le tout. En plus, il faut l'utiliser, il faut envoyer et recevoir ses factures, hein. Donc, c'est encore une étape suivante. Et donc, on a quand même pas mal d'entrepreneurs aussi, ou de numéros de TVA qui sont inscrits sur le réseau, mais où toutes les factures qui devraient passer vers le réseau n'y passent pas en réalité. Donc, le volume de factures qui devrait passer par le réseau pour le moment n'est pas encore atteint. Donc là, il y a encore Hmm. une progression à faire. Et donc, la question de l'application des amendes reste quand même en mouvement pour le moment pour les administrations, puisqu'il y a des circulaires de mise en application dans les administrations qui circulent encore. Et on sait que plus tard, il y aura probablement des jurisprudences qui vont sortir à ce sujet. Donc là, on verra aussi quel va Ça va être se l'avis des construire au fur et à juristes. mesure. Oui, absolument, absolument. Donc c'est clair que pour éviter d'avoir des ennuis, il vaut mieux être sur le réseau. C'est clair que si on décide de changer de fournisseur de services ou d'application pour en utiliser une autre, bah, bien sûr qu'il y a un moment où on est désinscrit du réseau, mais un délai raisonnable en fait doit être respecté pour se réinscrire, quoi. Il faut pas rester absent du réseau 6 mois, sinon je pense que vous aurez un problème, quoi. Voilà. Euh, autre question, est-ce qu'on peut vérifier si on est bien inscrit au réseau PayPal? Oui, absolument. Donc il y a Comment on plusieurs fait?
plusieurs plateformes qui existent, hein. Donc il y a PayPal Check qui existe. Alors il y a également PayPal Directory qui existe, qui sont des sortes de moteurs de recherche, hein. Ce sont euh, des outils un petit peu comme vous avez Google, et bien là vous avez un moteur de recherche qui vous permet de taper votre numéro de TVA ou de taper votre adresse PayPal ou de mettre le nom de votre entreprise. Et donc cette plateforme vous affichera si vous êtes présent ou non et aussi quel type de documents vous êtes capable d'échanger. Donc ça va vous permettre en fait d'identifier que vous êtes bien enregistré et correctement enregistré sur le réseau. Donc on a parfois des questions sur tiens, je ne me retrouve pas sur la plateforme, notamment des utilisateurs qui ont été inscrits par les logiciels de Winbooks. Donc en fait, la manière dont on remplit tous les champs, il faut bien remplir toutes les zones et tous les champs qu'on vous demande quand on vous inscrit, de sorte à avoir une inscription la plus complète, parce que donc quand on vous inscrit sur le réseau PayPal, eh bien il faut non seulement vous identifier avec votre numéro de TVA, mais en plus vous devez indiquer deux adresses e-mail, un ou plusieurs numéros de compte en banque, le nom de l'entreprise, mais le nom officiel, mais également le nom commercial. Donc toutes les infos doivent être bien complétées et bien remplies. Et Et quoi, en si on n'a pas tout bien complété, on risque de ne pas être sur PayPal? C'est-à-dire qu'on est informé immédiatement de l'enregistrement, hein. Donc l'enregistrement est instantané, hein. À partir du moment où on appuie sur le bouton, donc on est inscrit dans l'immédiat. Mais par contre, si tous les champs ne sont pas bien remplis, eh bien, Mhm. quand on vous recherche sur ces moteurs de recherche, on ne vous retrouve pas si facilement. Donc c'est un petit peu dommage. Le but est d'être trouvé sur le réseau PayPal plus aisément, le plus facilement possible, de sorte à faciliter vos interlocuteurs de vous retrouver, donc fluidifier cet échange de documents en réalité, hein. Donc oui, ça vaut la peine de les remplir convenablement quand même, quoi. C'est un petit plus, oui. Et alors, tu disais qu'il y a d'autres documents, donc il n'y a pas que des factures qu'on peut échanger par PayPal? Oui, absolument. Donc en fait, de base et sur la législation, il s'agit des factures, ce qui sous-entend donc les notes de crédit également et les autofactures, hein. Donc on a une sorte de facturation inversée qui existe également dans la législation, hein. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, ce qu'on appelle la facturation des bordereaux, le self-billing ou l'autofacturation. Donc ce sont des cas d'usage où en fait l'émetteur de la facture n'est pas le fournisseur, mais c'est le client qui émet la facture. Typiquement, on a des agriculteurs qui utilisent ça avec des coopératives, on a des antiquaires qui utilisent ça, on a la poste avec leurs préposés comme des libraires ou leurs livreurs, hein, donc qui utilisent également cette solution d'autofacturation, parce que c'est quand même répandu. Et donc, en fait, lorsque vous vous inscrivez sur le réseau PayPal, ben, il faut le faire avec une application qui soit capable de faire également l'autofacturation. Mais pour aller un peu plus loin, donc ça, je vais dire, les trois types de documents que je viens de citer, ben, c'est ce que le législateur impose. Mais en réalité, PayPal, le réseau PayPal est capable d'échanger bien d'autres documents, hein. Donc, le réseau PayPal existe depuis 2012. Et donc, en fait, c'est un outil d'échange qui a été mis en place par la Commission européenne pour la fourniture de produits et services. Et donc, il est donc possible de s'échanger des appels d'offres, des bons de commande, des bons de livraison, donc bien sûr des factures et notes de crédit, mais également des preuves de paiement, documents de flux financiers et que sais-je d'autre. Il y en a quand même beaucoup en fait, hein. Hmm. Donc en fait, ce qui est intéressant par rapport à cette idée de fonctionnalité supplémentaire à simplement la facturation, c'est que dans les logiciels de gestion de facturation dont on dispose aujourd'hui, on va voir fleurir de plus en plus de fonctionnalités en rapport avec le réseau PayPal qui vont nous amener à permettre d'échanger plus que simplement une facture avec vos clients et vos fournisseurs. Donc on va pouvoir rapidement s'échanger des bons de commande, des bons de livraison, ce qui, à partir du moment où on échange déjà des factures, devient évident et facile. Donc, en fait, le réseau PayPal, ce n'est pas juste des factures, c'est aussi l'échange d'autres documents qui vont naturellement s'imposer dans le futur. Donc là aussi, c'est très intéressant de s'impliquer dans la compréhension et dans l'usage de l'outil le plus vite possible, de sorte à être le plus
performant et donc le plus compétitif possible avec ces outils, hein, qui vont fortement évoluer dans le courant de l'année, dans les années à venir, surtout en tenant compte de l'évolution des technologies et en particulier de l'intelligence artificielle, hein. Donc on en parle partout, l'intelligence artificielle va avoir et a déjà un rôle très important en rapport avec la facturation électronique et l'échange de documents par le réseau PayPal, à savoir que comme une facture au format structuré, BizBilling par exemple, qui est un fichier XML, hein, qui est cette facture originale, hein, donc surtout vos XML, il faut les garder parce que c'est plus le PDF, hein. On a eu des clients qui suppriment les PDF, qui supprimaient les XML pour ne garder que les PDF et qui allaient même jusqu'à les réimprimer pour pouvoir les mettre dans une farde. On ne peut plus faire ça parce qu'à première demande, un fonctionnaire va vous demander de restituer en fait les fichiers XML, hein, donc il faut absolument conserver, c'est ça l'original, hein. Et donc Est-ce que pour tu peux nous montrer, enfin, termine ton explication, mais oui, peut-être bien nous sûr, montrer je vous aussi montrer, après un fichier XML? bien sûr. Et donc par rapport à ces documents et ces échanges, l'intelligence artificielle, elle, va pouvoir traiter facilement en fait ce contenu parce qu'il est structuré de manière intelligible pour une machine, de sorte à ce qu'il retrouve en fait des informations qui sont préfixées par des champs d'identification qui sont clairs pour la machine. Et donc en fait, on pourra avoir des traitements automatisés de calcul de prix de revient, ou des systèmes de vérification entre ce qu'on a commandé et ce qui a été facturé. Si bien que l'AI pourra vous dire attention, cette facture elle n'est pas conforme. Vérifiez votre bon de commande, il y a une différence entre le bon de commande et la facture. Ou tiens, votre prix de revient diminue par rapport au mois dernier. Ah ben c'est parce qu'on a acheté plus cher tel ou tel produit. Et voilà, il y a de l'inflation, donc n'oubliez pas d'augmenter également votre prix de vente. Et donc ça, on va pouvoir automatiser tous ces process grâce à l'AI parce que cette facture électronique est très intelligible pour l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est plutôt quelque chose qu'il faut comprendre dès maintenant pour pouvoir exploiter ces fonctionnalités quand elles se présenteront dans vos logiciels, ce qui ne tardera à arriver. Voilà. Et mais du coup, ce n'est pas que le risque d'amende qui devrait vous donner envie de vous inscrire à PayPal et de choisir l'outil qui vous convient le mieux, c'est aussi ses avantages. Il y a l'AI, mais il y a aussi d'autres avantages à utiliser PayPal. Oui, absolument, hein, mais il y a déjà une facilité de traitement de ces documents, hein. Donc, ce qui est toujours fastidieux, par exemple, c'était de devoir se connecter sur la plateforme de l'électricité ou de l'eau pour aller retélécharger sa facture pour pouvoir la transmettre à son comptable ou la mettre au paiement. Tout ça, c'est terminé. Par exemple, les GAFAM comme Amazon qui vous envoient des factures voilà, plus ou moins compliquées et parfois pas, parfois oui, parfois à télécharger, c'était compliqué. Donc là aussi, tous ces opérateurs vont devoir et utilisent déjà PayPal pour transmettre les factures, donc sans la moindre manipulation, sans le moindre effort en fait pour les bénéficiaires, quoi, donc pour les abonnés sur le réseau PayPal. Donc tout ça, c'est quand même voilà, de gros progrès en termes de gain de temps et également en termes de fiabilité. Mhm. Dans les webinaires précédents et les questions-réponses, j'explique souvent le cas malheureux d'un garagiste qui a vu sa facture d'achat d'un véhicule falsifiée dans sa boîte mail auprès d'un fournisseur qu'il avait l'habitude de pratiquer. Et donc, il y avait une mention indiquant que le numéro de compte avait changé. Et il a payé sur le nouveau numéro de compte une facture de 15 000 euros et l'argent a été définitivement perdu, quoi. Et donc, ce genre de falsification-là n'est pas possible, en fait, sur le réseau PayPal. La facture, quand elle arrive sur votre plateforme, voilà, elle est sécurisée, elle est sûre et certaine. Donc, outre le fait de gagner du temps et de la facilité par rapport au fait que votre facture arrive automatiquement sur votre applicatif, en plus, vous êtes sûr de son contenu et sûr de votre interlocuteur. Donc, c'est quand même deux points, voilà, en termes de Hyper gains qui sont. important, ouais. Ouais, ouais, ouais. Deux Voilà, points positifs. Deux points positifs pour PayPal. absolument. Euh, n'hésitez Donc, pas à nous poser des questions hein, si vous avez des questions par rapport à l'utilisation de votre outil, par rapport aux amendes, par rapport à ce fichier illisible pour nos petits yeux non informaticiens. Donc voilà, là, on a devant nous un XML, une facture. absolument. Et qu'est-ce qu'on peut y voir?
Alors donc en fait par exemple on s'est retrouvé certaines informations directement, hein. Donc c'est lisible mais voilà de manière difficile. Donc dans tous les logiciels vous aurez un interpréteur qui va vous faciliter la lecture de cela. Voilà, je la montre pour l'exercice et pour la forme, comme vous pourrez dire Mais que vous normalement, on ne verra jamais ça, quoi. normalement, vous ne le voyez pas, hein. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça, la facture. Vous pouvez retrouver toutes les informations plus ou moins lisibles, mais par contre, à nouveau, une AI ou un logiciel sait la lire de manière tout à fait compréhensible et stricte. Et par contre, vous avez également une grande chaîne ici, une grande chaîne totalement incompréhensible, et ça, c'est le PDF, qui parfois est fourni, parfois pas. Et donc, en fait, on peut se retrouver avec des fournisseurs qui vous envoient une facture, et le seul moyen de lire le contenu de la facture, c'est avec votre logiciel, mais vous ne saurez pas l'imprimer sur ce format PDF, parce qu'il n'est pas fourni à l'intérieur de cet XML. Et je vais même aller plus loin, ce format d'annexe PDF qui est joint à l'intérieur de l'XML n'a qu'une valeur tout à fait secondaire dans le sens où son contenu peut être totalement différent du contenu de l'XML en termes de valeur et de montant par exemple. Et donc on a eu des cas donc dans nos clients où on a eu un écart entre le contenu de l'XML et le PDF où il y avait 15 000 euros d'écart aussi, comme montant qui revient malheureusement ici encore une fois, et où on se retrouve finalement avec une divergence entre les deux. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser votre logiciel pour voir ce qu'il vous indique comme valeur et vous Hmm. fier à cela évidemment, hein. Donc c'est ça qui est important, quoi. Et donc, quand on reçoit une facture, reprenons le cas de Dockle, on reçoit la facture via Dockle. Là, elle sera affichée de manière lisible et ce sera la version lisible de l'XML ou le PD, Alors, ou alors le d'abord PDF. l'XML, et puis alors Mhm. en plus, s'il y a un PDF, eh bien, ils permettront d'afficher, de voir ce PDF-là. Mais il n'est pas toujours présent, hein. Donc, j'insiste Mm. là-dessus. On a Et régulièrement des c'est pas factures. grave. Et c'est pas grave, ça Ouais. n'enlève rien à la probité de la facture. Et ce qui compte, c'est que votre logiciel vous indique le bon montant et le contenu. Voilà. Alors bon, les comptables ont parfois des ennuis avec ça parce que pour imputer correctement une facture dans une comptabilité, il est nécessaire de connaître la nature de cette facture, la nature des produits ou des services. Mm. Est-ce qu'il s'agit d'achats de frais généraux, une facture de téléphone, ou est-ce qu'il s'agit d'achats marchandises, ou est-ce qu'il s'agit d'achat d'outillage à amortir, par exemple. Et donc ça, si on n'a pas le détail des lignes, du contenu du produit vendu, eh bien, on ne sait pas faire l'imputation correctement. Et donc, on a quand même de temps en temps des difficultés sur l'interprétation de la facture, où certains logiciels, eux, ben, vont se préoccuper des totaux, des dates, la reconnaissance des tiers du fournisseur pour faire une imputation, mais ne vont pas indiquer les lignes des articles. Et donc Mm. là, il existe On sait des pas ce que outils c'est, quoi. dont, voilà, on ne sait pas ce que c'est en fait. Oui. C'est un peu gênant évidemment. Et donc là, il existe des outils qui permettent d'interpréter le contenu de ces factures à nouveau. Et là, ça dépendra de votre logiciel et de ce que vous allez choisir comme plateforme, quoi. Donc ça, il faut rentrer dans le détail de cas d'usage spécifiques pour expliciter tout ça. Donc, le PDF est là pour information, mais en termes légal, c'est l'XML, le fichier un peu bizarre qu'on a vu tout à l'heure, qu'il faut garder pendant 7 ans pour sa Oui, comptabilité. absolument, absolument, oui. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre que tout ça a complètement changé. Je pense que c'est même l'élément le plus important, c'est que la farde papier avec le PDF imprimé, donc c'est pas l'original, ce n'est plus l'original, c'est ce fichier XML. Comme on peut avoir un fichier Excel ou un fichier Word, eh bien, il y a des fichiers avec cette extension .xml, et c'est ce fichier qui est votre original qui doit être restitué à un fonctionnaire de la TVA ou des contributions à première demande en cas de contrôle. Et donc, si vous donnez autre chose que cela, vous ne donnez Mhm. pas votre original et là, ben voilà, vous êtes sujet de difficultés en rapport avec la législation TVA hors de la législation qui nous occupe sur la prescription obligatoire de la facturation électronique structurée par le réseau PayPal depuis le 1er janvier. Sous-entendu, toutes les autres législations euh, en dehors de la méthode d'envoi de la facture restent d'application. Donc ça signifie que la question de l'éligibilité de la facture reste toujours d'application. Donc ce qui veut dire que si quelqu'un vous envoie une facture
Elle aurait dû vous envoyer cette facture par le réseau PayPal parce qu'on est entre deux assujettis TVA, mais cette personne ne s'est pas inscrite et vous envoie sa facture par la poste. Est-ce que je la paye? Eh bien oui, absolument. Donc en fait, vous avez reçu une prestation ou un produit et en échange, eh bien, vous êtes tenu de régler, moyennant le contrat ou les conditions générales auxquelles vous avez souscrit en passant la commande. Et donc, si vous avez bénéficié de ces produits ou de ces services, vous êtes tenu, bien sûr, de les régler dans les délais prescrits lors de cette commande. Et donc, si votre interlocuteur vous a envoyé erronément, je vais dire, cette facture par la poste plutôt que par le réseau PayPal, eh bien, c'est cette personne qui est en infraction sur cet arrêté royal du 8 juillet 2025 et c'est lui qui risque de se voir affubler une amende de Amende. 1500 euros voilà, pour non-usage du réseau PayPal. Et je ne suis pas en infraction de payer cette facture qui n'est pas via le réseau PayPal. Je dois être capable de Absolument. réceptionner via PayPal, mais si des factures viennent d'un autre moyen, je dois les honorer. Absolument les honorer. Et en plus, c'est cette facture qui serait venue dans mon exemple par courrier qui devient l'original et donc Hmm. qui est opposable au tiers, ce qui signifie que si jamais à un moment donné vous avez un contrôle de la TVA et qu'on vous demande, tiens, cette facture, une telle sur laquelle vous avez récupéré la TVA, donnez-nous l'original, vous allez donner ce format scanné PDF, ça, le législateur l'autorise, hein, donc vous recevez un courrier, vous la scannez, vous donnez ce courrier à l'administration, donc c'est valable. Euh, et là, donc le contrôleur pourra vous demander, tiens, comment ça se fait qu'elle est pas reçue par PayPal? Vous dire, bah, écoutez, mon interlocuteur ne me l'a pas envoyé par PayPal et ce sera au contrôleur TVA de se tourner vers donc ce fournisseur qui aurait dû utiliser PayPal. Et donc, vous ne serez pas en infraction d'avoir récupéré la TVA sur cette facture. Et par contre, si vous ne la payez pas, eh bien, votre fournisseur, lui, pourrait recouvrir des Envoyer. intérêts, clauses pénales et compagnie de plein droit. Donc, tout le reste de la législation est toujours d'application. C'est le vecteur de communication, d'échange, de la facture qui change, mais toute la législation est toujours d'application pour tous les autres éléments, quoi. Mais du coup, on aura aussi pendant certainement encore quelques années dans nos fichiers originaux des XML, des PDF, des photos de factures reçues de manière papier, enfin scannées. Et ça, c'est OK. De toute façon, il va y avoir de la cohabitation, puisqu'on a un tas de métiers où il y a des échanges de créances entre assujettis, mais également entre non assujettis, et tout ça a lieu dans le même journal de vente. J'ai mon journal de vente, facture 1, facture 2, facture 3. Je vais avoir la facture 3 qui est sur PayPal, la facture 4 qui ne sera pas sur PayPal parce que je facture à un tiers non assujetti, ou par exemple, je facture à un tiers assujetti étranger. Et donc, la législation d'application donc, depuis le 1er janvier, ça concerne les assujettis belges. Donc, Mhm. Et si qu'est-ce qui se passe alors si on facture, quelqu'un nous facture depuis la France ou depuis les États-Unis, qu'est-ce qui se passe? eh bien, on va prendre deux cas, hein. On va prendre un cas intracommunautaire, donc hein, la France par exemple, et puis un extracommunautaire des États-Unis. Eh bien, l'intracommunautaire, si on a un interlocuteur qui est assujetti à la TVA en France et qui est sur le réseau PayPal, eh bien, pour le moment, le législateur ne vous oblige pas à passer par le réseau PayPal. Mais on peut. Mais évidemment, on peut et c'est recommandé en priorité par les informaticiens. Parce que nous, en fait, on préconise l'usage du réseau PayPal pour des questions de sécurité évidentes. Donc, en plus, c'est quand même plus facile. Donc, c'est clair que si vous avez des interlocuteurs sur PayPal, mais vous êtes dans des cas d'usage où ce n'est pas obligatoire pour le législateur, faites-le quand même. C'est évidemment bien plus intelligent. Et maintenant, on peut parler d'un cas avec un échange avec un Américain qui serait sur le réseau PayPal. Dans ce cas, bien sûr qu'il peut vous envoyer cette facture par le réseau PayPal et c'est mieux. Mais si vous l'envoie par email ou par la poste, la facture est éligible et vous la traitez comme vous la traitiez avant donc, le 1er janvier 2026. Voilà. Donc il y a des choses qui ne changent pas trop pour le moment, mais toujours avec cet aspect de si on sait utiliser PayPal, de toute façon c'est mieux Oui. de passer par PayPal. N'hésitez pas à nous poser vos questions, hein. Je vois que vous êtes connectés. Si vous avez des questions par rapport à l'utilisation
de PayPal, de votre outil. Eric est là pour y répondre. Je suis là pour lire vos questions et les soumettre. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de, il y a pas de bêtes questions. C'est votre occasion pour les poser aujourd'hui. Donc allez-y. Est-ce que tu peux nous montrer, je sais que des fois tu nous montres aussi le moment où on voit enfin, une utilisation dans un logiciel de PayPal, de lecture de facture, pour voir un peu comment ça se passe. Oui, hein, je vais vous montrer cet applicatif-ci qui est intéressant. Donc en fait, Là, tu es je sur quoi, là? alors ici, c'est Gecosoft. Donc ça, c'est un logiciel. En fait, pourquoi est-ce que je montre celui-ci? Parce qu'il a comme particularité qu'il simule en fait une facture, une visualisation PDF de la facture. Et donc en fait, on a une facture IKEA ici. Et donc IKEA en fait ne fournit pas le PDF avec. Et donc en fait, si on regarde la facture, eh bien, on peut visualiser, mais on visualise un proforma, une espèce d'interprétation du contenu de l'XML. Et donc, en fait, l'XML, comme je vous ai montré tout à l'heure, ben, c'est cette espèce de fichier texte dans lequel il y a toute une série d'éléments plus ou moins lisibles et d'autres pas. Et ici, en fait, ben, c'est l'interprétation de ce contenu qu'on voit ici. Alors, je vais montrer une autre facture dans laquelle il existe donc un proforma. Donc là, on a le contenu PDF, l'annexe PDF, et en dessous, dans ce logiciel ici, pardon, eh bien, on voit également en fait l'interprétation du contenu de l'XML. Et donc, ça permet de comparer, je vais dire d'un coup d'œil, le PDF qui a été fourni avec l'XML et le contenu de l'XML en fait. Ça, c'est aussi voilà, un outil sympa qui permet de faire cela. Et du coup, par exemple, dans cet outil, on pourrait s'inscrire sur PayPal et il y a un petit bouton. Il est où, par exemple, dans cet outil pour s'inscrire sur PayPal? Bien, on peut aller directement ici. Et donc, si on vient sur ceci, donc on a ce bouton Onboarding PayPal, et puis on a ce bouton Modification PayPal. Et donc, si on va voir, c'est en l'onglet Informations, on voit qu'il y a toutes des informations importantes qui sont en bleu, hein, qui sont les adresses e-mail, les numéros d'entreprise, les noms, et ici les comptes bancaires, le ou les comptes bancaires, et tout ça doit être rempli correctement pour pouvoir appuyer sur le bouton. Et là, on a dit, ben tiens, c'est pour l'envoi, la réception des factures et également faire de l'autofacturation. Donc là, c'est un onboarding complet. Et donc, on fait onboarding PayPal et instantanément, on est inscrit sur le réseau. Et admettons qu'on change de numéro de compte ou qu'on change d'adresse email, on fait modification et la modification sera publiée sur le réseau instantanément. Et puis, si à un moment donné, on décide de changer de plateforme pour cette société, ben, on peut faire supprimer du réseau PayPal. Donc tout ça se fait en un clic en fait sur cette Et plateforme. Sur en cette tout cas, là, plateforme. c'est assez simple. C'est voilà, Voilà, juste un clic et c'est un il faut exemple. cliquer. Voilà. Voilà, il faut voilà s'y arrêter quelques minutes. Voilà, dans cet outil, il y a un petit peu d'aide, des vidéos de formation, ce genre de choses-là. C'est une solution qui est pas mal en tout cas. Voilà. Il n'y a pas de questions pour le moment, hein. N'hésitez pas, hein. On va commencer petit à petit à clôturer. J'ai peut-être encore deux, trois questions. Est-ce qu'on sait, euh, est-ce qu'on sait envoyer des factures PayPal via plusieurs outils? Imaginons, j'ai une version e-shop, je vais envoyer avec mon outil Odoo qui fait en même temps e-shop et en même temps, ben, j'ai une caisse et je veux aussi utiliser mon outil de caisse pour envoyer via PayPal. Est-ce que je peux, enfin voilà, je dois m'inscrire à deux endroits. Est-ce que je peux faire ça Alors, avec deux outils pour différents? la réception des factures, c'est un seul endroit. Donc, on ne peut recevoir ces factures PayPal par numéro de TVA. Donc, un numéro de TVA, un seul point de réception, donc des factures de ces fournisseurs. Par contre, pour l'envoi des factures sur le réseau PayPal, on peut imaginer expédier ben, voilà, ces factures avec Odoo, mais également en expédier avec un e-commerce et également en expédier avec son logiciel de caisse et en plus avoir un autre logiciel de facturation propre à son métier, par exemple, quoi. Donc, on peut avoir autant de moyens d'envoi de factures que l'on souhaite
Par contre, pour la réception, un seul et unique outil de réception. Ce qui est pas plus mal, hein, en fait, hein, parce que si on commence à avoir plusieurs outils pour réceptionner, ça va être compliqué. Oui, Donc un seul outil de réception et plusieurs outils pour envoyer des factures via le réseau PayPal, ça absolument. ne pose pas problème. Quand on envoie une facture PayPal, est-ce qu'on est sûr qu'elle est envoyée, que quelqu'un l'a lue derrière? Est-ce qu'il, voilà. Ah oui, donc ça, c'est la question voilà, déjà de savoir si son interlocuteur est présent sur le réseau PayPal. Donc en fait, on n'envoie pas une bouteille à la mer, hein. Mhm. C'est une opération qui a lieu immédiatement dès le moment où on clique sur le bouton d'envoi de ta facture. Votre logiciel vérifie en live si votre interlocuteur est toujours bien présent sur le réseau au moment où vous l'envoyez. Et dès cet instant, en fait, vous avez une information qui vous dit, ah, attention, il y a une erreur, votre interlocuteur n'est pas présent sur le réseau. Et là, vous aurez le loisir de lui expédier donc une facture par un autre moyen. On en a déjà parlé, hein, c'est la question de l'éligibilité des factures. Bon, cela étant, une fois que vous avez appuyé sur ce bouton et que cette facture est partie, eh bien, votre interlocuteur va aller relever sa facture un petit peu comme on relève un email dans sa boîte mail, hein. Vous connaissez la question de l'accusé de réception des emails. Eh bien, il existe à peu près le même style, le même type de système sur le réseau PayPal. Et donc, quand votre interlocuteur, quand votre client va aller relever sa facture, la lire avec son logiciel de réception de facture PayPal, eh bien, un accusé de réception va faire le chemin inverse sur le réseau pour venir indiquer que votre facture a bien été réceptionnée. Et donc, ça, c'est le premier niveau de traitement des accusés de réception, hein. Donc, est-ce que votre interlocuteur est présent sur le réseau et est-ce que votre facture est bien arrivée à bon port? Ensuite, il y a un deuxième niveau d'accusé de réception qui est un accusé de réception, c'est un accusé de réception business qui lui va permettre d'indiquer plusieurs qualités à la facture, par exemple refuser une facture, ou par exemple demander une information complémentaire, ou demander ou l'indiquer comme payé. Également, il y a oui, je pense que c'est 7 ou 8 types voilà, d'accusés de réception complémentaires. Tous les logiciels ne les gèrent pas encore tout à fait bien à ce stade-ci. Certains logiciels l'ont intégré, d'autres pas encore. Et donc, c'est quand même intéressant puisqu'on voit, par exemple, les statuts de votre facture qui changent et vous voyez apparaître qu'elle est payée ou qu'elle a été refusée ou qu'elle est bien réceptionnée, en fait. Donc, on a une sorte de suivi de sa facture qu'on n'a pas évidemment avec les anciens systèmes. Donc, c'est plutôt là Mhm. aussi un progrès, une amélioration donc de l'outil et de l'échange des factures entre entrepreneurs. Donc finalement, déjà à la source, on voit ou pas si la personne est sur PayPal. Et puis en plus, on voit si elle a été ouverte, réceptionnée. On a des petites indications dans notre logiciel. Donc c'est plutôt pas mal. C'est encore un bon point pour PayPal, ça. Absolument, absolument, oui. C'est des plus intéressants, oui. On s'approche doucement de la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, on est encore là pour quelques instants. Si vous avez encore des questions, des dernières questions à nous poser, allez-y, allez-y. Mais en attendant, je vais lancer l'enquête, la petite enquête de satisfaction de ce webinaire. N'hésitez pas à nous répondre, évidemment, si, voilà, si vous avez apprécié ce webinaire. On vous pose deux, trois petites questions sur votre satisfaction lors de cette session de questions, questions-réponses sur la facturation électronique sur PayPal. Quel autre élément, Eric, auquel il faut être vigilant par rapport à son utilisation de PayPal, de la facturation électronique, des outils qu'on utilise? Ouais, allez, je prendrai peut-être un petit peu de hauteur sur la digitalisation en général et le numérique, le fossé numérique
On est quand même dans une phase d'évolution forte, hein. Donc, Mhm. la position de la facture électronique a sorti de l'évolution de l'intelligence artificielle, le tout saupoudré d'une ambiance relativement complexe en termes de sécurité digitale, hein. On a quand même beaucoup de difficultés sur les réseaux en termes de protection des données et de sécurité. Or, il en va de la responsabilité de chacun de protéger ces données, de savoir où elles sont stockées, de s'assurer de sa sécurité et de la conservation de ces données, puisque on doit conserver un format électronique, hein, depuis le 1er janvier et plus un format papier de sa facture. Et donc, en termes digital, conserver une facture 7 ans, hein, c'est la législation un minimum. Avant, on disait 10 ans, mais ça a changé, hein, donc c'est 7 ans, donc un minimum, voire plus s'il s'agit de biens amortis. Donc, si vous faites l'acquisition d'une climatisation sur un bâtiment et que vous amortissez cette clim 10 ans, eh bien, donc vous êtes tenu de conserver cette facture 10 ans, mais bon, vous pouvez aller jusqu'à des 30 ans, 33 ans de durée d'amortissement. Alors déjà, 7 ans, c'est une éternité en termes de conservation de fichiers, hein, pour les informaticiens, pour le monde du numérique, mais alors sur des valeurs aussi longues, quand on parle de 30 ans, c'est voilà, c'est impensable. Donc, les choses ont changé par rapport à tout ça et c'est devenu, en tout cas, c'est ce que le législateur souhaite, quelque chose d'obligatoire de pouvoir stocker et conserver en sécurité ces documents-là. En sécurité, ça signifie qu'ils ne puissent pas être détruits par un virus cryptovirusé, détruits par un crash disk sur un disque dur ou volés quand on se fait voler un ordinateur portable, ce qui peut arriver, hein, sur 10 ans Mm. d'une vie, c'est voilà. Et donc, il faut prendre des mesures raisonnables, le terme est choisi, pour s'assurer de la sécurité de vos données. Et les mesures raisonnables, eh bien, ce sont des mesures de cybersécurité de base, faire les mises à jour de vos ordinateurs, avoir des antivirus, anti-spyware à jour, appliquer donc des mots de passe à sécurité forte, de la double authentification et d'autres encore. Et donc là, je pense que Pauline, tu pourras rebondir sur les différents webinaires que l'SNI a donné à ce sujet. Ça devient quelque chose d'obligatoire de maîtriser à minima le stockage de ces données, de faire des copies de sécurité. Voilà. Oui, effectivement, il y a eu pas mal de webinaires là-dessus, organisés par le SNI sur la cybersécurité, les mots de passe, les ransomware. Si ce mot ne vous dit rien, je vous invite à aller regarder la chaîne YouTube du SNI où il y a une playlist spéciale cybersécurité. C'est important, d'autant plus aujourd'hui et pour les prochaines années de protéger vos données et aussi celles de vos clients au final, que ce soit au niveau de la comptabilité, mais aussi de plein d'autres choses. Il y a également le Cyber Challenge. Vous pouvez avoir une consultation gratuite avec un expert en cybersécurité. Je vous mets le lien, puis je vous mets également la chaîne générale du SNI avec plein de webinaires intéressants, notamment sur la cybersécurité, sur la facturation électronique, mais aussi sur le marketing digital, sur l'intelligence artificielle. Tous des sujets tendance, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ce webinaire sera aussi disponible en replay, ainsi que les autres, si vous voulez voir plutôt le webinaire théorique avec plus de slides et des explications détaillées sur certains sujets. N'hésitez pas à aller revoir ce webinaire qui est disponible aussi en replay. Et ben voilà, ça va être la fin de ce webinaire. On n'a pas d'autres questions. C'est le dernier moment, hein. Si vous voulez vraiment poser une dernière question, c'est le moment d'utiliser le chat et de nous mettre une petite question dans le chat par rapport à voilà, ce que vous voulez savoir en plus sur PayPal et la facturation électronique. Je vous laisse encore quelques instants et on va vraiment clôturer ce webinaire. Eric, je vois que Oui, on peut tu peut-être allais. rappeler le dernier webinaire qui aura Oui, lieu de questions-réponses de lundi. lundi, effectivement, nous avons un dernier webinaire, même heure, 19 heures à 20 heures maximum, pour poser vos dernières questions. Voilà, peut-être que vous ne vous êtes pas encore inscrit à PayPal, vous allez le faire seulement et éventuellement vous aurez des questions après votre inscription. Venez lundi à ce dernier webinaire organisé par le SNI et le lien est dans le chat pour l'inscription à ce dernier webinaire. Voilà,
dernier mot. Merci d'avoir été présent à ce webinaire. Merci Eric pour toutes ces explications. Et bah, j'espère vous retrouver, ou peut-être ne pas vous retrouver, parce que si c'était clair, tant mieux, si la facturation était claire, mais il y aura évidemment d'autres webinaires organisés par le SNI. N'hésitez pas à retrouver aussi toutes les informations, les prochains webinaires sur le site du SNI. Je vous mets aussi le lien dans le chat. Merci à tous, merci à toi Eric, et Merci merci également. Merci à la Pauline. modération aussi, à Sandra. Et à très bientôt. Au revoir, bonne Au soirée. revoir. À bientôt.